Salam alaikum, bonsoir tout le monde, c'est le nouvel an du calendrier musulman, donc à cette occasion recevez nos frères, nos mamans, nos sœurs, nos papas, l'expression de nos meilleurs vœux de bonheur, que ce message du jour ou du nouvel an musulman soit une clé qui vous ouvre la porte de la prospérité, de la joie, de la réussite, de l'amour, de la paix, de la guérison et de la liberté surtout. Sana Saïda, à vous tous et à toutes les personnes qui vous sont chères. Voilà, donc à cette occasion du nouvel an musulman. Sinon, c'est le samedi, c'est la rétro-info de la semaine, comme d'habitude, et on aura à l'ordre du jour 2-3 sujets, comme à l'accoutumée aussi. Khalid Atoumi, libéré. L'opération L'Homme Cheml est-elle lancée? On aura aussi les détenus d'opinion, les détenus du Hirak, qui sont toujours derrière les barreaux. Pourquoi? Aussi Mohamed Chorfi, le monsieur élection, qui a été à Béjaïa pour nous parler des élections partielles en Kabylie. Un discours jugé trop populiste. Donc nous allons y revenir à cette question aussi. Et bien sûr à d'autres sujets qui ont marqué la semaine. Peut-être, je citerai en exemple la bavure du festival de Timgad. Donc nous allons y revenir aussi avec nos invités. Et pour en parler, j'ai le plaisir justement d'accueillir mes 3 invités d'aujourd'hui. Nordin Aoussat, auteur, conférencier. Monsieur Aoussat, bonsoir, marhaba bik. C'est Hussein, salam alaikum wa rahmatullah. À toi, c'est Hussein, aux téléspectateurs, téléspectatrices d'Al Magharibiya, ainsi que les invités de l'émission d'aujourd'hui. Merci, Atek Saha. Avec nous aussi Rachid Hassani, secrétaire national au sein du RCD, chargé de la communication. Rachid Hassani, bonsoir, marhaba bik, Azoul. Azoul, bonsoir Hussein, bonsoir à vos invités, bonsoir à nos amis qui nous regardent à cet instant. Merci, bienvenue Rachid Hassani. Avec nous aussi, merci, Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme. Issa Rahmoun est avec nous ou la Mazel? Mazel. Donc, Nordin Aoussat, je commencerai par vous. Avant d'aller sur le terrain politique, peut-être vous, le conférencier, l'imam en même temps, nouvel an musulman, une date, je ne sais pas si j'ai le droit de dire un peu négligée ou oubliée, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais peut-être un petit rappel par rapport à cette date qui fait partie de notre identité aussi. Absolument, c'est, je dirais même, un pilier de l'identité algérienne. Absolument, oui. Elle renvoie à l'islamité de l'Algérie, du peuple algérien dans son écrasante majorité, et aussi notre fierté. L'an 1444 qui débute aujourd'hui, puisque nous sommes le premier du mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier musulman égyrien. Donc, je dois dire d'abord à tous les musulmans et toutes les musulmanes, à commencer par mes compatriotes algériens et algériennes, Asougas, Amgaz, عام سعيد إن شاء الله أرد يوين ثلويث أرد يوين الخير que j'espère pour vous cette année 1444 elle sera une meilleure année, une année qui augure du bien et il faut toujours croire, il faut toujours espérer qu'il y a du bien. Sinon, que dire à propos de l'an 1444? Déjà, le calendrier musulman, contrairement à d'autres calendriers qui sont liés à un événement concernant une personne ou une personnalité ou un endroit, là, il concerne la naissance d'une Ummah, la naissance d'une nation. C'était à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Bien entendu, le prophète n'est pas arrivé le 1er de Muharram, mais il est arrivé le 12 du mois de Rabi' al-Awwal.
soit 3 mois, au 3e mois, au 12e jour du 3e mois du calendrier musulman. Mais quand il était question pour le califat ou disons les musulmans d'instituer un calendrier, c'était à l'époque de Omar ibn Khattab, ils ont choisi l'hégire, le 1er de Muharram de l'année de la migration du prophète à Médine comme année du début du calendrier. Et là, il y a une leçon. Si vous voulez, c'est Hussein, l'islam, déjà le nom, contrairement ou bien différemment, pour ne pas jouer dans les antagonismes, à d'autres religions, dont le nom est lié à une personne comme le Bouddha, le bouddhisme, le Christ, le christianisme, ou bien à un lieu géographique comme la Judée et le judaïsme, l'islam, il est lié à un comportement, une foi, une voie. L'islam, c'est le fait de s'en remettre et à Allah. Et pareil pour le calendrier musulman, l'hégire, c'est la migration du prophète à Médine. Et à l'arrivée du prophète à Médine, il y a tant de choses à dire. C'était un nouvel espoir pour l'islam qui s'est libéré je dirais, de l'esclavagisme presque, ou disons de l'oppression dans laquelle il se trouvait à la Mecque. Et il est arrivé à Médine et c'était un nouvel espoir. Et là, toute la prospérité qui est venue et la prospération qui est venue par la suite était bien entendu tributaire de cette arrivée des musulmans, du prophète. Et je te remercie d'ailleurs, c'est Hussein, d'avoir mis cette belle musique de cette très très belle chanson qui est Tala al-Badru alayna. Et Tala al-Badru alayna, ça veut tout dire, à savoir qu'il y a la lumière de la nuit, la lune quand elle est dans les moitiés du mois, et elle illumine et elle éclaire tout l'horizon par sa clarté. C'est comme ça que les Médinois avaient comparé, avaient voulu exprimer l'arrivée du prophète Mohammed à Médine. Allez, salatu wassalam. Merci, monsieur Awsat, Yatik Saha. Rachid Hassani, un mot par rapport à cette date, le nouvel an musulman? Je n'ai pas tant de choses à dire, sauf à dire félicitations et bon fait les musulmans de la planète. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à Merci. Question. Moi, j'ai des questions que je considère je ne m'y connais pas trop. D'accord. Bon fait à tous les musulmans, c'est tout, voilà. D'accord, merci Rachid Hassani. Voilà, bon fête à tous les musulmans, à toute la planète, à toute l'humanité aussi. Sinon, Nourdine Awsat, alors l'homme Cheml, j'ai l'impression, enfin peut-être il y aurait peut-être certains qui vont même nous accuser de faire un peu, de jouer un peu dans la propagande, à force de parler de ce l'homme Cheml à chaque fois, mais c'est le régime justement qui revient à cette idée, qui parle de l'homme Cheml. D'ailleurs, Tebboune a utilisé cette même expression aujourd'hui en parlant de la Ligue arabe, et elle a utilisé justement pour piquer un peu aussi la classe politique peut-être algérienne, de parler de l'homme Cheml. Mais sinon, Khalida Toumi est libéré, monsieur Awsat, beaucoup justement d'analystes, d'observateurs, de journalistes, des Algériens sur les réseaux sociaux ont parlé de l'homme Cheml, comme quoi c'est l'opération l'homme Cheml qui est désormais lancée. C'est le Cheml, mais disons peut-être, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de mots. J'aimerais prendre les choses avec plus de gravité. Il faudrait remonter un peu en arrière, pas très très loin, hein, juste au moment de la campagne électorale où une journaliste posait la question à Abdelmajid Tebboune. La vidéo, elle a circulé cette semaine sur tous les réseaux sociaux, où elle posait la question sur quelles sont les 3
priorité Abdelmajid Tebboune, président. C'est-à-dire, une fois que vous êtes élu, quelles sont vos 3 premières priorités? Et bien entendu, les 3 premières priorités sont celles qu'il a mis en place. Donc, il a tenu sa parole. Il a dit les élections, la Constitution, changer la Constitution, mettre en place les élections et faire sortir ou libérer de prison, les injustement condamnés parmi la Issaba, ou bien de la Issaba. On ne comprend pas quand il parle en arabe. Est-ce qu'il veut dire ceux qui ont été emprisonnés par la Issaba ou bien ceux qui ont été emprisonnés parmi la Issaba? Mais bon, quelle que soit l'occurrence, il s'agit de Khalida Messaoudi. Khalida Messaoudi, pendant 30 ans, pour être très juste avec elle, pendant une bonne vingtaine d'années, elle a été un pilier de la Issaba. Elle a été le porte-parole officieux des putschistes des années 90. Elle a été le porte-parole pendant toute la première décennie des années 2000 de Bouteflika. Elle a été sa propagandiste et elle a été aussi celle qui a dilapidé à une échelle inouïe, phénoménale, l'argent des Algériens dans ce que on peut appeler plutôt, je dirais, le carnaval, parce que ce n'est pas de la culture. Il y avait quelques livres qui ont été édités, d'accord, quelques galas qui peut-être méritent, comment dirais-je, qu'on les regarde de façon positive. Khalida Messaoudi, c'est Houssine. Moi, j'avais écrit un article sur elle et dans mon livre allié de la page 19 à la page 21, lettre ouverte à Khalida Messaoudi, où je rappelle qui est Khalida Messaoudi. Khalida Messaoudi, c'est elle qui vendait, elle faisait le marketing, elle faisait la VRP, la vendeur représentant placier des idées de l'armée au sein de la société française, au sein de l'intelligentsia française, au sein des hommes politiques français. Elle était reçue au plus haut niveau. Elle était reçue par le ministre de l'Éducation française, Bayrou, en 1994. Pour faire quoi? Pour inciter Bayrou à mettre en place une loi qui réprime les musulmanes et qui interdit aux musulmanes une tenue qui est conforme aux préceptes de leur foi et de leur religion. Khalida Messaoudi, c'est aussi celle qui sillonnait la France et une partie de l'Europe pour dire, écoutez, l'armée, elle va sauver l'Algérie. Tout ça est noté, tout ça est consigné, des vidéos, des écrits que nous connaissons. Khalida Messaoudi, c'est un peu tout ça, malheureusement. Mais en même temps, Nordina Oussat, la question n'est pas spécialement autour de la personne ou la personnalité de Khalida Toumi, mais c'est justement par rapport à cette histoire de l'Em al-Shaml ou de l'Isaba, comme vous l'avez bien souligné. Est-ce qu'on pourrait assister justement à voir d'autres Khalida Toumi, si j'ose dire, libérés dans les semaines qui viennent, dans les jours qui suivent? On avait déjà analysé cette question dans vos émissions précédentes, il y a quelques mois, l'année dernière, etc. Vous savez, il y a un proverbe plus que millénaire, il date de 3000 ans, je pense que c'est Sun Tzu dans ses stratégies de guerre, il dit: pour sauver les pruniers, il faut sacrifier les pêchers. L'arbre qui donne les pêches, on le sacrifiait pour sauver les pruniers. À un moment, le pouvoir ne pouvait pas se sauver entièrement, dans son entièreté et globalité. Il fallait sacrifier quelques têtes, il fallait sacrifier quelques visages. Bien entendu, il y a aussi un rapport de force, mais dans l'ensemble, ils font partie tous du même cartel. C'est pas au singulier quand on parle de l'Isaba, mais en fait, il faudrait parler de l'Isabat. Et je ne sais pas quel est le nom en arabe du mot cartel, qui est un ensemble de mafias, un ensemble de groupes. C'est vrai, donc le pouvoir, il se sent, je dis bien, il se sent un peu stabilisé, il se sent un peu fort, il peut se permettre, il se sent aussi
qu'il a sauvé les pruniers et il est temps de récupérer ou bien un peu de certains péchés qu'il avait déracinés. Il essaye de les replanter une autre fois. Restez avec nous, Monsieur Aoussat. Rachid Hassani, donc liberté provisoire pour Khalida Toumi. Enfin, on parle de liberté conditionnelle, mais bon, d'après quelques avocats, c'est plutôt une liberté provisoire. Passons, mais elle est là, il est libéré. Donc, beaucoup de propos par rapport à cette libération. Rachid Hassani, vous, dans le RCD, vous avez même commis un communiqué là où vous avez parlé de ces libération, mais aussi des détenus qui sont encore en prison aujourd'hui. Je pense aujourd'hui, il faudrait peut-être axer nos interventions, notre communication sur ces détenus d'opinion et politiques qui sont encore en prison, au lieu donc de polémiquer, de faire dans cette diversion par rapport à Khaled Toumi. Et moi, personnellement, je vais m'exprimer dans votre émission avant-hier. Donc j'ai dit tant pis pour elle, tant mieux plutôt pour elle et pour sa famille, et puis c'est tout. Hein. Après, donc je pense que pouvoir. Mais c'est Rachid, Monsieur Hassani, c'est pas polémiquer. Hein. Cette question existe chez les Algériens sur les réseaux sociaux, pour les partis politiques. Tout le monde se pose cette question. Oui, je pense qu'on a donné à cette libération, l'importance c'est une situation effectivement qu'il fallait analyser, qu'il fallait peut-être en commenter, mais bon, je commence à voir que depuis quand même pendant 4 jours, donc les débats tournent autour de cette libération. Sauf que moi je crois que cette libération fait partie des diversions que le pouvoir fait pour lier la scène, pour lier la revendication de la libération des détenus politiques. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit véritablement quelque chose auquel il faudra donner encore un peu plus d'importance qu'elle en a eu. Et donc par rapport à cette question de l'M. Déjà, le fait de dire l'M appelle déjà quelques remarques. L'M, ça veut dire que Chem des Algériens est déjà donc Mchettet est déjà fracturé. Déjà n'est pas fracturé, déjà fragmenté. Donc lui-même, le pouvoir lui-même qui se parle d'avoir réussi à résoudre la crise politique, à organiser des élections, à répondre aux revendications du Harak Moubarak, vient de se déjuger. Donc, lui-même reconnaît que l'Algérie vit une politique profonde et qu'à ce moment, il faut donc aller vers une initiative politique pour rassembler les Algériens autour entre eux-mêmes et autour d'un objectif politique. Mais encore là, pour le pouvoir comme il nous a toujours habitués, n'a pas l'intention véritablement d'initiative politique. Donc, il annonce une initiative en grande pompe, mais en réalité, c'est des manœuvres qui sont faites pour un petit peu gagner du temps, et pour amadouer la population, et pour éviter aux questions fondamentales qui sont posées, qui sont actuellement la libération des détenus politiques, la libération des fonds politiques et donc une initiative politique, une action politique pour aller vers une transition démocratique pour un processus constituant. Oui. Allô? Allô, Monsieur Hassani, on a un problème avec Monsieur Hassani, je pense, on n'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est possible de le rappeler, les amis de la régie. Je reviens à vous, Monsieur Aoussat, mais nous allons regarder Khalida Toumi, cette vidéo justement, là où Khalida Toumi était opposante en même temps. Regardons. La démarche est très limpide, très clair. Et pourquoi demander à rencontrer Monsieur le Président de la République?
Eh bien parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes des citoyennes et des citoyens algériens qui aimons notre pays et qui avons très peur, qui avons des craintes, de vraies craintes, quant à l'avenir de notre pays en rapport avec des décisions qui ont été prises et en rapport avec les derniers développements. Alors, rapidement, quel genre de décisions, quelles sont les décisions annoncées par le président qui pour vous ne sont pas annoncées par le président, justement. Prises en son nom? Prises en son nom. Par exemple? Tout est pris en son nom. Par exemple, l'abandon du droit de préemption de l'État sur les opérations à l'international. Peut-être que le président... Monsieur Aoussat, voilà, Khalida qui disait justement sur le plateau de Chorour que tout est pris en son nom. Parlons de Bouteflika, c'était quand même une position forte. Écoute, c'est Hussein, une position forte, je ne sais pas à quel moment exactement elle a dit ça, à quelle date, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'éclairer? Quelle année? C'était en 2018. Ça, c'est en 2018, d'accord, 2018. Alors, elle avait signé un communiqué avec les 19, ce qu'on appelait à l'époque le communiqué des 19. D'accord, c'était déjà trop tard, c'était au moment du deuxième mandat, à la fin du deuxième mandat, quand Bouteflika avait changé la constitution pour briguer un troisième mandat, c'était là que toutes les choses se sont jouées. Après, si elle n'avait rien dit à ce moment-là, c'est un peu comme un mariage. On dit, on annonce, on dit celui qui doit ou qui veut s'opposer, qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Elle n'a pas parlé à ce moment-là, qu'elle se taise à jamais. Khalida Messoudi, il faut pas oublier surtout la vidéo où elle encensait Bouteflika et elle demandait et elle considérait et elle osait annoncer au visage en s'adressant aux dames que voter pour Bouteflika, c'est comme jeûner ou comme faire la prière. C'est-à-dire que c'est un devoir religieux, c'est un devoir canonique. Et on montrait la caméra, montrait ses mains pleines de henna, un peu pour nous rappeler que c'est une Tsamaravat, comme c'est une fille de Marabout. Alors, on a Monsieur Aoussat, puisque vous parlez de cette vidéo, justement, on l'a et on va la passer tout de suite. قبل شدل إذا الجزائريات على بالهم الجزائريات حرار ما يقبلوش العار ويواصلوا المشوار حتى الانتصار تاع الجزائر وتاع فخامة الرئيس بوتفليقة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. Voilà, c'est Aoussat, puisque donc vous parlez de cette vidéo. Khalida Messoudi, qui a grandi, qui a évolué, qui a connu le système de l'intérieur et qui est une femme politique, une militante politique depuis les années 80, elle n'est pas sans savoir. Elle ne peut aucunement ignorer que les élections présidentielles en Algérie, elles ne se jouent aucunement, elles ne se jouent jamais par le taswit, comme elle dit, par le vote, mais ça se joue dans les coulisses et c'était décidé que Bouteflika allait être président. Et donc, sachant que ces élections-là, ce n'était qu'une manière d'apporter une caution soi-disant démocratique pour une légitimité soi-disant démocratique pour un président qui a décidé de rester sur le siège du règne jusqu'à sa mort, c'est ce qu'il voulait. Donc Khalida Messoudi, elle ne peut pas me berner. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter parce que notre ami tout à l'heure semblait voir dans cela de la polémique. Il n'y a aucune polémique, cher ami. Moi, quand j'ai écrit l'article Lettre ouverte à Khalida Messoudi en 94 dans ma chambre universitaire, exactement janvier 94, je l'ai écrit dans le calme,
je l'ai écrit juin 94, je l'ai écrit dans le calme. Khalida Messaoudi, elle était à 1000 lieues de l'endroit où j'étais. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais ma conscience me dictait à ce moment-là qu'il fallait écrire, parce que écrire, c'est respirer. Écrire, c'est témoigner. J'ai écrit en 94 et j'ai publié en 2022. Et l'écrit, il est là pour témoigner que Khalida Messaoudi, malheureusement, elle a fait énormément de mal à l'Algérie et au peuple algérien en soutenant le coup d'État de 92. Merci, Monsieur Aoussat. Restez avec nous. Il n'y a pas que Khalida Toumi qui a fait du mal. Il y a des gens encore qui ont fait du mal et qui continuent à faire du mal pour l'Algérie, justement, qui sont au pouvoir aujourd'hui, malheureusement. Et donc, Rachid Hassani qui revient avec nous. Rachid Hassani, continuez votre idée, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas où ce qu'on a été coupé, mais de toutes les manières, je vais parler du pouvoir qui excelle dans les diversions. Vous disiez que la priorité aujourd'hui, justement, c'est de parler de ces détenus qui sont aujourd'hui en prison. C'est ça. Pour nous, RCD, pour moi, donc la priorité aujourd'hui, donc c'est la libération des détenus d'opinion et politique, c'est la libération du champ politique, c'est la libération du champ médiatique, c'est le règlement des problèmes sociaux, c'est l'inflation aujourd'hui, c'est le travail, c'est le chômage, c'est l'inflation galopante, c'est les problèmes sociaux des Algériens. Aujourd'hui, donc, à chaque fois mais peut-être quelqu'un vous dirait, Rachid Hassani, mais quelqu'un qui nous regarde là, un opposant, un politicien, pourrait vous dire justement, Monsieur Hassani, on ne peut pas régler toutes ces questions, tous ces problèmes si on ne règle pas le problème politique, ce problème de la légitimité qui est posé depuis 1962. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, le gardien de toutes les crises. Donc la mère de toutes les crises, c'est la crise politique, donc c'est la crise de légitimité de pouvoir que l'Algérie vit depuis 1962. Nous n'avons jamais eu d'élections libres, nous n'avons jamais écouté le peuple, nous n'avons jamais respecté la volonté du peuple à chaque fois. Donc les élections, soit ils sont en possibilité d'irrégularité, ou bien, comme ils sont en train de le faire ces derniers temps, c'est avec des taux de participation aux élections qui frisent et qui tendent vers zéro. Donc, oui. Et puis, donc, on recommence l'échec et on revit le même problème de légitimité. Donc, un pouvoir qui n'a pas de légitimité, nécessairement et fatalement, il va la chercher autrement, il va la chercher via sa clientèle et il va la chercher via des concessions qu'on est en train de faire aux économies occidentales et aux pays occidentaux et voilà, aux grandes dames des intérêts. Oui. Mais Monsieur Hassani, Monsieur Hassani, si on lit un peu la presse algérienne, aussi on lui accordait un peu d'importance peut-être. Aujourd'hui en Algérie, toute la presse écrite et audiovisuelle presque parle des réalisations de Tebboune. C'est qu'aujourd'hui les gens qui sont un peu impliqués dans la corruption sont en prison. On relève les gens de leurs fonctions, des ministres, des hauts fonctionnaires. Donc Tebboune qui est là aujourd'hui, d'ailleurs il a accordé une interview aujourd'hui à la presse qui sera diffusée demain, on en reparlera d'ailleurs, et qui parle justement et qui dit que je suis là et j'irai jusqu'au bout. Oui, c'est ce qu'il dit, entre autres analyses qui sont faites par des analystes politiques. Il dit par-ci par-là que c'est petites mesures qui sont prises par-ci par-là par Tebboune et tous ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est des mesures qui annoncent donc probablement un deuxième mandat pour Tebboune. Donc elle parle carrément de 2024, il parle par 2024. Sinon, vous avez parlé de la presse qui parle en Algérie. Avant nous, donc je ne sais pas, est-ce que nous avons une presse en Algérie? La petite brèche qui a été ouverte dans les années 90 a été refermée avec la disparition des libertés, avec les pressions que subit la femme, avec les pressions que subissent toutes les voix dissonantes et qui ne partagent pas la vision du pouvoir et qui ne vont pas dans le sens des louanges de ce pouvoir. Comme en politique, on pense aussi le pouvoir à sa propre presse.
Et il a réussi à polluer la scène avec des titres qui sont là juste pour, donc, par libéralisation fictive, par guillemets, de et de technologie. Donc, on n'a pas une presse critique, une presse un peu indépendante qui puisse analyser les situations, qui puisse analyser donc, les initiatives, critiquer les politiques économiques, les politiques sociales, et les politiques culturelles de ce pouvoir. Donc, on n'a pas de base. Je vous ai dit comment on a pollué la scène politique par des dizaines de politiques qui ne sont là que pour applaudir les initiatives du pouvoir et qui sont là que pour être sollicités à l'occasion des élections et pour remplir les salles des applaudissements du pouvoir. Voilà. Merci Rachid Hassani. Restez avec nous. Nous sommes rejoints par Issa Rahmoun, avocat, défenseur des droits de l'homme. Issa Rahmoun, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Azoul, bonsoir, c'est Hussein. Bonsoir aux invités, c'est Rachid ou c'est Nordin et aux téléspectateurs du Maghribia. Merci, Atik Saha. Issa Rahmoun, donc encore avec cette histoire de l'homme Sheml, c'est la rétro-info aujourd'hui. Donc on en parle parce que beaucoup ont vu dans la libération de Khalida Toumi comme un lancement peut-être de cette opération de l'homme Sheml dont on en parle depuis longtemps maintenant. Écoutez, Khalida Msaoudi, elle était poursuivie par le parquet général, enfin, ce qui est en apparence dans la pratique de la procédure pénale et dans la pratique judiciaire, était poursuivie pour des faits de corruption. J'ai lu un papier qui m'a une contribution du professeur Ali Ben Saad, que je pense qu'il a remis les points sur les i et les pendules à l'heure. Oui, à part peut-être la chute. Hein. Ça reste son avis, mais... allez-y, monsieur, oui. Ça reste son avis, mais d'un point de vue éthique, il ne s'agit pas d'une justice qui s'est autosaisie pour assurer une lutte comme à l'italienne, comme à l'américaine, comme la justice dans les pays qui ont vécu ce genre de crise ont combattu des mafias qui ont dilapidé des populations, qui ont dilapidé, corrompu des institutions, qui ont semé la terreur dans la société. Par contre, comme disait Ali Ben Saad, il s'agit d'une équipe qui a perdu un match. Un combat politique, un combat de domination de la société. Et c'est pour cela que la justice est toujours instrumentalisée. Ça nous renseigne de deux choses. La première, c'est que la justice algérienne n'a jamais été indépendante. Elle était toujours l'outil et le mécanisme par lequel les clans du régime, les clans du pouvoir, les détenteurs du véritable pouvoir politique de la conjoncture massacrent leurs rivaux, l'opposition par voie de la justice, des corps constitués et des médias. Ça nous renseigne de ce chapitre. Ça nous renseigne aussi d'une autre chose, et c'est la plus importante. En termes de procédure, les affaires liées à la drogue, les affaires liées au terrorisme, les affaires liées à la corruption, qui ne sont pas prescriptibles, c'est les détenus qui sont accusés pratiquement de ces affaires. Il y en a d'autres, homicide volontaire, avec préméditation, etc. Ils ne peuvent pas bénéficier ni de grâce, ni de liberté provisoire, ni de réduction de peine. Ça veut dire, en fin de compte, que c'est la même justice qui a instruit, qui a poursuivi Khalida Toumi, est la même justice qui a appliqué un deuxième ordre venant d'en haut dans cet esprit de l'Umm al-Shaml. Réellement, l'Umm al-Shaml, il se fait avec le peuple. Il se fait avec les animateurs et les détenus du Hirak. Il ne se fait pas avec les pantins du régime. Il ne se fait pas avec ceux qui ont dilapidé, ceux qui ont corrompu des institutions, ceux qui sont corrompus dans les institutions. Donc cette guerre contre la corruption et la volonté zama du régime
d'instaurer une bonne gouvernance n'est que parole et rien ne tient la route dans la réalité du terrain. Aïssa Rahmoun, les gens se demandent justement, les Algériens, sur les réseaux sociaux surtout, est-ce que cette libération, peut-être, est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres libérations de ce genre, justement, peut-être de Ali Haddad, peut-être de Yahya, peut-être de Saïd Bouteflika, peut-être et peut-être et peut-être. C'est Houssine, je vous dis la chose simplement et en étant très objectif. J'étais à l'avance contre que des dossiers soient montés sur les anciens responsables du régime Bouteflika, pour plusieurs raisons. La première des raisons, comme je l'avais dit, c'est qu'on n'a pas une justice indépendante qui va assurer des procès équitables, qui va être que le parquetier ou le juge d'instruction ne va pas obéir à des ordres venant d'en haut, comme on a l'habitude de les entendre lors des présentations des activistes du Hirak. Il y a beaucoup de parquetiers, beaucoup de juges d'instruction, en ayant les yeux baissés à terre, en disant la Ghalb, ça vient d'en haut, je peux rien faire. Je sais que c'est un arbitraire, mais la Ghalb. Mais non, ça c'est pas correct. C'est pas le mandat d'un magistrat. Des procès économiques. Vous savez, il faut qu'on invente notre standard à nous. Si en Afrique du Sud, il y avait eu des commissions vérité et justice, les commissions vérité et justice étaient le résultat d'un long travail pédagogique politique établi sur une transition et de la volonté politique surtout. La volonté politique intérieure des Sud-Africains, mais aussi de l'opinion internationale. Parce que dans ces processus, que ce soit l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Allemagne les deux Allemagnes de l'Est et d'autres exemples dans le monde, s'il n'y a pas une volonté de la communauté internationale, mais bien sûr cette volonté de la communauté internationale et l'impression de la volonté nationale. Du coup, donc les commissions, ce que je voulais dire à Houssine, les commissions vérité et justice avaient un rôle très important. Un, c'est l'écoute. Deux, c'est d'arriver à la vérité. Situer les responsabilités, bourreaux et victimes, entre les inculpés et les victimes. Devoir de réparation et devoir de mémoire. Est-ce que nous, on va essayer d'inventer, pratiquement, on a droit à deux justices transitionnelles en Algérie. La justice transitionnelle qui allait traiter la décennie noire, la guerre civile en Algérie des années 90. Est-ce que les Algériens ont eu droit à connaître la vérité, à rencontrer la justice, à flirter avec la justice, à avoir des réparations de l'État et des auteurs de tueries, de massacres? Non. Très bien. La deuxième des transitions, c'est une justice de transition économique. Là, c'est la plus importante parce qu'elle est toute récente, c'est les années 2000, c'est les années Bouteflika. Quel est le chiffre dilapidé? Comment on a dilapidé? Qui a dilapidé? Au profit de qui on a dilapidé? Par quel mécanisme on a dilapidé? Qui a légiféré ces lois qui ont permis la dilapidation? C'est toutes ces questions que le peuple algérien aujourd'hui ignore. Et c'est pour cela que la justice, aujourd'hui, elle est à genoux, pire que ça. Je l'avais dit à l'occasion d'une émission avec vous, Maassi Jamal-Din Ben Chenouf, la justice ta'na oulat qui m'a la chanson hadik ta Jacques Brel au suivant. Au suivant. Au suivant. Et ceux qui connaissent cette chanson vont très bien comprendre c'est quoi le fait de rater l'école et de devenir par la suite quelqu'un qui dit au suivant. Merci Aïssa Rahmoun. Restez avec nous. Nourdine Aoussat, Monsieur Aoussat, est-ce que disait justement Aïssa Rahmoun, la justice de transition, ce pouvoir ne veut pas aller justement dans cette justice de transition, dans la transparence?
On a vu cette semaine justement une question qui s'est soulevée un peu dans les milieux politiques bien sûr algériens, c'est est-ce que le pouvoir justement, le régime algérien ne se dit pas à l'intérieur de lui-même que le Hirak c'est fini, que le Hirak est derrière nous. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans tout ça, dans cette justice. Nous sommes dans la construction, nous sommes dans la nouvelle Algérie, nous sommes dans les combinaisons un peu nouvelles, mais surtout, comme le dit si bien Tebboune, dans le Jazair l'Injazat. Si ces gens qui disent cela avaient un minimum de conscience, s'ils avaient un minimum d'honnêteté et d'intégrité, ils ne diraient pas ça. Ils ne diraient pas ça. Et je rajouterais avant d'expliquer, s'ils avaient un minimum d'intelligence, parce que malheureusement, ils en sont dépourvus. Je dis bien intelligence dans le sens où c'est des gens qui réfléchissent avant de parler, qui passent leur temps, qui passent des dizaines d'heures de travail avant de sortir une déclaration disant ceci ou disant cela. Pourquoi? Parce que l'Algérie a énormément besoin de ça. C'est vital pour l'Algérie. La justice transitionnelle, attention, c'est Houssine, ce que je vais dire là, pas seulement par rapport aux années 90, mais aussi par rapport aux années 50, oui, par rapport aux années 50. L'Algérie a besoin de pacification. L'Algérie a besoin de pardon. L'Algérie a besoin de vérité. Il faut qu'on tourne la page de la guerre de libération. Ceux qui ont été tués, assassinés injustement parmi les Algériens, assassinés par des Algériens. Les rancœurs, elles sont encore dans des familles. Des centaines de familles, elles sont encore la douleur. Leur blessure de ce qui s'est passé dans les années 50 n'est pas encore guérie. Que sont arrivés par la suite les massacres, parce que c'en est un de 80, 2001, avant 2001, les années 90 qui, nous l'oublions pas, des centaines de milliers, on parle de 250 000 jusqu'à... Et de 63 aussi. Et de 63. Voilà, tout cela, c'est Houssine, ça nous bloque. Ça restera comme c'est pas des casseroles, ce sont des boulets énormes que nous traînons derrière nous. La société algérienne ne trouvera jamais de tranquillité. Elle ne pourra pas avancer si cela n'est pas réglé par une commission vérité. Justice et vérité, oui. Et réconciliation par la suite. Les trois, ils vont ensemble. Ils s'enchaînent, ils s'imbriquent l'un dans l'autre. Vérité, justice, réconciliation. Mais, attends, il y a un mais là. Le pouvoir ne veut pas. Le pouvoir ne veut pas parce qu'il joue sur ça. Il joue sur ces haines-là en manipulant les uns contre les autres. L'opacité, le manque de transparence, le manque de vérité, ça permet que les poisons du doute, des haines des uns contre les autres continue encore. Et qui tire les ficelles? Celui qui tire les ficelles, bien entendu, c'est celui d'hier et son héritier d'aujourd'hui. C'est le Bossouf des années 50, c'est le sécurité militaire des années 70-80, c'est le DRS des années 90 et c'est encore leur remplaçant aujourd'hui. Donc, en deux mots, nous avons besoin pas de l'emchemel, je ne sais pas ce que je vais dire. Je vais le dire à l'algéroise. Shkoupi, comme le disent les Algérois. Le mchemel ta shkoupi. On a besoin de pacification. On a besoin de vérité. Comme le disent les pêcheurs surtout. On a besoin et c'est pas chez les Algérois de parler shkoupi. Shkoupi, ce sont les algues de mer. Quand un pêcheur jette son filet, et s'il ne ramène pas du poisson, il ramène plein d'algues qui ne servent à rien. Elles ne sont même pas comestibles. On dit que par la tchkoupi. Alors, c'est ce qu'ils veulent nous faire, ce pouvoir-là. On veut que l'Algérie se pacifie. On veut que l'Algérie se réconcilie. On veut que les Algériennes et les Algériens connaissent la vérité de ce qui s'est passé pour enfin... Très bien, M. Aoussad.
Très bien, restez avec nous. On va poser cette question justement à Rachid Hassani du RCD. Monsieur Hassani, comment aller dans ce genre justement de proposition où justement il faut le réaliser, il faut le mettre en œuvre peut-être. Justice, vérité et réconciliation devant un régime qui ignore justement toutes ces phases de l'histoire du peuple algérien. Je ne pense pas qu'il les ignore. Je pense c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus. Il ne veut pas voir. C'est beaucoup plus une négation d'une certaine réalité. Souvenez-vous du Hirak de 2019, à une crise politique profonde. Le pouvoir a répondu par un stratagème institutionnel. Donc, au lieu de répondre aux questions politiques cruciales qui se sont posées à lui, et il a préféré aller dans un agenda de Monsieur Hassani, on vous entend pas très bien. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de changer de place peut-être? Je ne sais pas, comme ça vous m'entendez. Ah, là c'est mieux. Là on vous entend mieux. C'est bien. Très bien. Donc je vous ai dit, au lieu de répondre donc, à la crise politique profonde, Rachid Hassani, désolé, on a un sérieux problème avec la ligne téléphonique de Monsieur Hassani. On va essayer de le rappeler. يا شباب عاودوا اتصلوا به من فضلكم. ربما يبدل بلاصة ولا. Monsieur Issa Rahmoun, Monsieur Aoussat parle de justice et vérité aussi, mais le régime ne veut pas justement entendre cette histoire de cette oreille-là. Il dit qu'il n'y a aucun problème, que les Algériens sont frères, sont sœurs, il n'y a pas de souci. Nous sommes en bonne voie, l'Algérie va bien, les réalisations sont là, la construction institutionnelle est achevée. Votre réponse par rapport à tout ça? Monsieur Rahmoun? Monsieur Rahmoun? عيسى رحمون ما راهش معنا. Monsieur Aoussat, je reviens vers vous, Monsieur Aoussat. Donc, on ne va pas rester sur ce sujet. Hein. Il faut qu'on passe quand même à un autre sujet de Chorfi. Monsieur Aoussat, Chorfi, donc, les élections partielles en Kabylie. Chorfi qui a donc tenu une conférence à Béjaïa. Il a dit que, enfin, il n'a pas hésité de faire énormément d'éloges à la Kabylie, à cette région, au Kabyle, comme à chaque fois, Monsieur Aoussat. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il y a des élections, on vient en Kabylie justement pour tenir ce genre de discours. Vous, le Qbaïl, vous, Ntoum Ta'nif, Nta al-Hurma, vous, Nta al-Thawra, vous. Est-ce qu'ils sont obligés de tenir ce genre de discours populiste? Après, on accuse les gens justement d'aller vers le mal en même temps, hein? Tout à fait. Hein, donc, mais on le sait depuis maintenant très très longtemps hein, que ce pouvoir-là, il est toujours dans la chose et son contraire. Il est dans l'islam, il est anti-islam. Il est dans la démocratie, il est anti-démocratie. Il est dans l'unité du peuple et il est aussi dans la division. N'oublions pas, l'année dernière, pas plus loin que l'année dernière, à 2 ou 3 reprises, la télévision officielle, elle a utilisé contre la Kabylie le terme de, je me rappelle plus comment, le djihad munshaqqa ou le djihad l'infisaliya, etc. Elle a traité, elle a qualifié la Kabylie, l'opératrice, la journaliste de la télévision officielle, elle a traité la Kabylie de sécessionniste. Mais il faut vraiment être fou pour sortir, pour s'exprimer de cette manière-là. Donc, ils sont prêts, ceux-là... Il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul, Monsieur Aoussat. Hein, on se rappelle de tout le monde. Jamal Ould Abbas, quand il arrive à Tizi Ouzou, à Béjaïa, Bouira, il tient ce discours. Al-Qaba'il al-Azima, wa-Thawra, wa-Mu'tamar Soumam. Mais on ne les voit pas tenir ce genre de discours quand ils vont à Oran, à Djilfa, à Constantine. Après, on parle, on dit la Kabylie, ils veulent se séparer de l'Algérie. Mais c'est un discours séparatiste, justement. Oui, mais c'est ça. Donc, ce pouvoir-là, il n'hésite pas à gonfler
le MAC et à le représenter comme un danger, je dirais, sans commune mesure par rapport à l'Algérie, on laisse ces idées se propager, parfois même on les alimente, le pouvoir en lui faisant de la propagande, mais en fait c'est de la publicité, c'est pas de la propagande anti, mais elle cache une publicité pour tout cela montre que ce pouvoir, il est sans imagination, il est sans idée, il est sans aucune vision nouvelle, il puise toujours dans son registre ancien. Très bien. Il est en panne d'idées, tout simplement. Restez avec nous, Monsieur Aoussat. Rachid Hassani est revenu normalement, il est avec nous. Monsieur Hassani, on va regarder justement cette vidéo, ces déclarations de Chorfi, et je reviens vers vous. الجزائر سمحوا لي ما قدرتش نتكلم لان نعرف كلمات ما قدرتش عنده اون بورسيون دامازيغيتي فيه والو جاهلها لان اون فان كونت on est tous amazigh. En fin de compte, on est tous amazigh. ما كان الامازيغ عارفين رواحهم وكان الامازيغ مش عارفين رواحهم، هذا ما كان. بس التاريخ ان شاء الله يسمح لنا، التاريخ اللي خلانا وصلنا لهذه ان شاء الله هو يعيد البناء نتاع الفرد الجزائري ان شاء الله كما كان عليه في الاصل. Voilà, Rachid Hassani, nous sommes tous amazirs de ces déclarations tenues à Béjaïa, mais on ne voit pas ces personnes justement tenir ce genre de discours quand ils sont à Alger, quand ils sont à Annaba, quand ils sont à Khamis Miliana, quand ils sont à Oran. Écoutons-le encore dans cette vidéo. الإنسان ابن المنطقة هذه، وكنت آنذاك أوصفه بثلاث صفات. قلت إن كانت هذه الثلاث صفات تتوفر في كامل أفراد الأمة الجزائرية نكون من أرقى الأمم في العالم، ألا وهي الصراحة والوفاء الصراحة والوفاء ولا توليرونس. هذو ثلاث صفات كنت لاحظتهم وسجلتهم وقلت لو كانت ثلاث صفات هذه تكون متوفرة في كل أفراد نكونوا من أرقى الأمم في العالم. والحمد لله للزمن ما راح هو يأكد بأن الشعب الجزائري إن شاء الله بما ورثه من الثورة الجزائرية، المقاومة الجزائرية، ونحن رانا الآن في معقل من معاقل المقاومة الجزائرية، وفي راح نقول يعني انطلاق وادي السمام، لأن أنا اللي يسمع من بعيد السمام في الحقيقة. Rachid Hassani, c'est ce qu'on appelle ne pas taire d'éloge. Pourquoi, comment expliquer ce genre de déclaration? C'est bien sûr, c'est à l'occasion des élections partielles en Kabylie qui vont se tenir en octobre. Je commence par votre première question et votre premier passage. Oui. Vous avez dit que quelqu'un passe au discours qui tient en Kabylie, un peu ailleurs, à Oran, à Constantine ou ailleurs. Il ne tient pas parce qu'il monte, parce que ce sont des monteurs. La deuxième, c'est qu'il tient des discours à la carte. Il ne tient pas un discours sincère envers la population. Le but, c'est d'amadouer le peuple. Donc, il n'est pas dans leur intention de dire la vérité ou de décliner ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent faire de leur projet. Donc, je pense que il a, dans son deuxième passage, il a parlé de vertus, de qualité, de certaines qualités. Bah, c'est des qualités qui n'en ont pas, eux aussi. C'est des qualités que les responsables algériens ne possèdent pas. La sincérité, l'honnêteté, la tolérance, c'est des qualités qu'ils ne possèdent pas. Sinon, on n'aurait pas, on aurait eu un destin autre que celui qu'ils nous ont réservé. Voilà. Donc, et puis, quand ils parlent de la Kabylie, des Amazirs, c'est des questions, effectivement, qu'ils inventent quand ils viennent à Tizi Ouzou, à Bougie,
ils inventent ce genre de questions. Et surtout à l'occasion des élections, hein, M. Hassani. À l'occasion des élections, justement, c'est premièrement pour amadouer la population. La deuxième, c'est pour inviter la population à venir voter massivement donc, dans le simulacre d'élections qu'ils organisent à chaque fois. Voilà. Et notre position, nous, il est connu. Donc, par rapport à, je vais rebondir par rapport aux élections. Vous savez tous que la dernière élection, nous l'avons rejetée, comme nous avons rejeté tout le processus depuis 2019. Donc, nous nous sommes mis du côté du peuple. Donc, nous étions dans la rue. Nous avons revendiqué avec le peuple. Nous avons revendiqué un changement radical un changement radical du système. Nous avons donc rejeté toutes les élections depuis 2019 et nous allons encore décliner ces élections et ne pas prendre part à ces élections partielles qui vont avoir lieu donc en Kabylie. Justement, que diriez-vous, j'allais dire, M. Hassani, à vos frères adversaires du FFS qui ont déclaré leur participation à cette élection et qui ont tenu un discours dans le sens où ne pas participer, c'est céder ses places, ses mairies, ses sièges aux gens du RND, du FLN. Je pense que par éthique et par correction, je ne commenterai pas les positions du FFS et je laisse le soin aux militants à la base et au cadre du FFS de commenter donc la position de leur parti. Nous concernant, nous disons que depuis 2019, il y a une crise politique profonde, le peuple s'est soulevé, nous nous sommes mis du côté du peuple, nous travaillons encore à la création d'un rapport de force pour un changement radical et pacifique du système et que ces simulacres d'élections auxquels nous a habitué le pouvoir depuis 62 ne réglera pas la crise politique profonde que nous vivons, la crise de légitimité que nous vivons depuis 62 et chaque parti politique est libre d'emprunter le chemin qu'il estime meilleur pour son parti. Que répondre justement Rachid Hassani à ces Algériens qui vous accusent justement de ne pas prendre part à ce genre d'initiative, ni élection, ni dialogue avec le pouvoir, et vous êtes là justement à critiquer, à dire que tout ce que fait ce régime ne vaut rien, mais en même temps vous ne proposez rien. Il y a ce genre de remarques aussi auxquelles on assiste chaque jour. D'abord, c'est faux. On a toujours critiqué des positions et nous avons toujours donné des alternatives. Nous étions pratiquement l'un des rares partis qui a élaboré une feuille de route juste après le déclenchement des événements de 2019, donc de la révolution du Harak de 2019. Ça, de un. De deux, comme vous savez, depuis 2019, à partir de 12-12, les élections n'ont jamais donc le taux de participation, y compris le chiffre officiel qui est donné par les autorités, par l'ANI, par le pouvoir lui-même, n'a jamais dépassé 20%. À partir de ce moment, donc, qui sont ces Algériens qui critiquent le RCD du fait qu'il n'a pas pris part aux élections, alors même que 80% des Algériens rejettent massivement l'agenda du pouvoir. Si nous sommes critiqués par ceux qui prennent part, par la clientèle qui ne prend pas, tant mieux pour nous, ça ne fait que c'est un honneur pour nous d'être critiqués par cette clientèle du pouvoir. Sinon, pour l'essentiel, je vous ai dit, pour l'instant, le peuple est en rupture totale, et avec une rupture de banc totale avec le système et son agenda. Nous sommes avec le peuple qui se bat encore. Et il y a, jusqu'à l'instant où nous parlons, il y a des Algériens, de jeunes Algériens qui sont encore en prison. Il y a de fausses solutions politiques, et il y a des problèmes sociaux, et il y a des problèmes économiques. Donc, on ne peut pas aller tromper les Algériens et aller dans de fausses solutions. De toute manière, nous avons donné raison aujourd'hui. Toutes les fausses solutions du pouvoir vont aboutir qu'à l'exaspération de la crise, qu'à l'approfondissement de la crise, qu'à la population de la société avec moins de liberté pour la population et moins de liberté de fausses solutions et une crise encore beaucoup plus grande qu'on en était.
Merci Rachid Hassani. Restez avec nous. Issa Rahmoun, on a écouté Chorfi donc qui parlait, donc qui s'adressait à la Kabylie, aux gens de la Soumam, comme il disait. Mais j'ai vu une question sur les réseaux sociaux, Issa Rahmoun, que je vais vous la poser tout de suite. Est-ce que c'est à la justice de s'auto-saisir contre cette personne pour atteinte à l'unité nationale? Mais pourquoi, non, je trouve la question assez absurde. Pourquoi atteinte à l'unité nationale du moment qu'il dit une vérité? Atteinte à l'unité nationale, oui, effectivement, l'Algérie, le Maghreb est un mazir. Ça, c'est l'histoire. On n'est pas arabe. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi s'autosaisir? Pourquoi la justice, elle va s'autosaisir quand les faits sont réels? Par contre, le problème, il se situe à quel niveau? Quand des chefs de parti, quand des blogueurs ou des youtubeurs ou des influenceurs insultent cette région de l'Algérie, la justice, elle ne s'est pas autosaisie. Pourquoi? Parce que ces insultes faisaient partie d'un schéma, d'un stratagème du régime qui voulait faire monter le reste de l'Algérie contre cette région qui est la Kabylie. Absolument. Voilà, donc Chorfi, il ne s'est pas trompé. D'ailleurs, pour les partisans des processus électoraux, pour les partisans du vote à outrance par excès, pour les partisans, pour les larbins du régime, pour la base sociale du régime. Parce que la base sociale du régime, elle n'est pas seulement dans les ministères, chez les fonctionnaires, chez les administrateurs, dans l'administration, dans les corps constitués. Mais aussi, elle est dans le milieu des affaires, elle est dans la classe sociale intermédiaire, qui sont les privilégiés, ces entrepreneurs ou ces PME, PMI qui sont nés de rien, qui sont devenus des forces financières, pas économiques. Ils ont le gain. Parce qu'en Algérie, on a galvaudé le concept de la bourgeoisie, de l'entrepreneuriat. La bourgeoisie est comme tous les autres concepts, oui. La bourgeoisie est un héritage, ce n'est pas un gain. Bgarin, hadou bgarin, parce que les nouveaux riches sont les nouveaux riches du régime. C'est la béquille du régime. Donc c'est voilà, la base sociale du régime, elle est constituée de toutes ces couches, de toute cette ambiance mafieuse qui n'est pas économique ni qui sont dans le monde de la finance. On a galvaudé trop les concepts. Même aujourd'hui, Issa Rahmoun, parce que justement, Chorfi disait le contraire. Il disait que maintenant, l'argent sale a été éloigné justement de cette opération, de ces élections. L'Algérie, il n'y a plus ça, il n'y a plus de mafia, il n'y a plus de relais justement, comme vous êtes en train de le dire. Mais bon, ça reste un discours incroyable. On n'arrive pas à élever le niveau au niveau politique à la hauteur de l'art. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec une main magique, une baguette magique, qu'on éradique la corruption, l'argent sale, dans le monde politique. Ça existe partout dans le monde. Ça existe partout dans le monde, même dans les démocraties les plus avancées, même dans les régimes parlementaires les plus têtus, même dans les pays les plus développés politiquement. L'argent sale, ça existe. Alors que l'Algérien, aujourd'hui, entend les mots, les phrases, les belles phrases de Chorfi, la langue de bois, comme on dit, ou la démagogie politique, que l'argent sale a été écarté du monde politique, ça c'est un leurre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'ils aient le courage. Aujourd'hui, on a une APN, on a des sénateurs, on a adopté des lois qui disent que, voilà, à l'entrée à l'APN, il faut faire une déclaration de fortune, une déclaration de patrimoine, etc., etc. Ils aient le courage de rendre public aujourd'hui ceux qui ont fait 2 mandats, 3 mandats à l'APN ou le Sénat,
Oui, leurs biens. Rfadin liyeddin. Pour ne pas dire autre chose. Rfadin liyeddin. Qu'ils fassent aujourd'hui leurs statistiques, qu'ils rendent publiques. مثني نستن اليوم كيفاش دخلت كيفاش وليت. هذه الأولى. C'est ça, usurper un mandat populaire. L'usurpation d'un mandat populaire, c'est ça. Justement, oui. Ce n'est pas les décideurs parce qu'on n'est pas dans un régime parlementaire. La Constitution elle a consacré un régime présidentiel avec toutes les attributions. Oui, hyper présidentiel. Avec toutes les attributions organiques, institutionnelles, réservées au président, au chef de l'État, au président de la République. On n'est pas dans un régime parlementaire. D'ailleurs, donnez-moi un seul exemple d'une commission d'enquête parlementaire qui a vu le jour. Donnez-moi un seul exemple d'une proposition de loi de l'Assemblée qui était adoptée, qui a vu le jour. Il s'agit d'un exécutif qui est là, à imposer de façade. Aïssa Rahmoun, restez avec nous. Il ne reste pas beaucoup de temps malheureusement, mais nous allons écouter encore Chorfi et je reviens vers vous. كم من صميم قلبي وهنيكم على الدرس المواطنة اللي راح إن شاء الله يكون مرجعية. لماذا؟ لأن خذيتوا موقف سلمي. ما كانش الفوت يا اخي هكذا، ما كانش الترشيح، ما كان ها موقف سلمي ما كانش، وخذيتوا موقف سلمي اخر. الان نديروا الفوت. هذه الديمقراطيه اللي لابد تسود وتتحكم في العلاقات بين الافراد المجتمع، بين المتنافسين السياسيين وبين المواطنين والدولة والجهاز الحوكمة الوطنية السلمية والاحترام الآخر. نحترم رأيك وتحترم. هذا هو الدرس أنا اللي نستنجو. أنا كاين واحد قال لي ne dis pas c'est un accident de l'histoire. Non monsieur. C'est une manifestation de la bonne santé et de la démocratie en Algérie. Aïssa Rahmoun, c'est incroyable, là, le boycott devient une leçon de citoyenneté pour Chorfi, donc la Kabylie qui a donné des leçons de Silmiya. Et vous, l'avocat Aïssa Rahmoun, vous avez défendu des jeunes qui ont été justement arrêtés lors de ces élections parce qu'ils l'ont rejeté pacifiquement. Vous avez défendu des jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils brandaient un drapeau berbère. Vous avez défendu des femmes parce qu'elles portaient une robe kabyle à Alger. Oui, ça c'est. Je ne suis pas le seul. Il faut rendre hommage à tout le collectif des avocats. À tous les avocats, oui. Ce que je voulais dire, pas à tous les avocats, mais au collectif des avocats. C'est pas tous les avocats qui sont membres du collectif qui ont défendu les détenus du Hirak. Ce que je voulais dire, effectivement, il a dit au chute de sa déclaration. Que les manifestations pacifiques ont contribué à la réalisation, à la concrétisation de la démocratie. Très bien. Ces manifestations pacifiques, on a vécu, surtout ces 15 derniers jours, un rassemblement, une conférence débat de Yasmina Khadra à Tizi Ouzou. C'est un homme de lettres, un homme de littérature mondialement reconnu. Qui n'était pas le premier, c'était pas le précurseur de la littérature algérienne au niveau international. Katb Yassine Assia Djbar, Mouloud Ma'amri ou Firaoun l'ont précédé, contrairement à ce qu'il disait. Mohamed Dib, oui, bien sûr. Mohamed Dib, c'est tout un groupe d'hommes de lettres. Oui. Il le tient à Tizi Ouzou, très bien. Comme Léonie Saïd Menglet, que je respecte beaucoup. Et que je suis un de ses fans, a organisé cette semaine 3 galas consécutifs à Tizi Ouzou, qui laissent des partis politiques, des associations, le régime
qui laisse l'administration locale, qui laisse ces associations, ces ligues des droits de l'homme, ces organisations autonomes, se réunir, tenir des rassemblements, se réunir, se rassembler pacifiquement et qu'ils ne les poursuivent pas pour des posts sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà le b.a.-ba. Aujourd'hui, c'est... Merci Aïssa Rahmoun. Merci Aïssa Rahmoun. On arrive à la fin de cette émission. Aïssa Rahmoun, je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Nordin Aoussat, un dernier mot, Nordin Aoussat, par rapport à toutes ces histoires justement de Chorfi et l'avenir de l'Algérie surtout. Rapidement, s'il vous plaît. Juste par rapport à Chorfi, très rapidement, juste par rapport à la communication, vous savez, c'est-à-dire l'attitude parfois disent plus que les mots. S'il avait vraiment un respect pour la Kabylie, s'il avait vraiment un respect pour la Mézérité, il voulait exprimer et dire nous sommes tous des Amazirs, il aurait pris une demi-heure de son temps pour apprendre à le dire en kabyle. Comme le font tous les diplomates français, américains, ils apprennent de l'arabe à des occasions ou d'autres pour s'exprimer dans cette langue et toucher plus les auditeurs. Mais là, ça montre bien que ces gens-là, il est là, il a 3-4, ce qu'on appelle les éléments du langage, EDL, à dire, mais que du mensonge. De toutes les façons, cet homme-là, Mohamed Chorfi, on l'a vu quand il a dit que les petites manifs pour le pouvoir ont dépassé le nombre de manifs de l'Irak. C'est un menteur. C'est un menteur. Les élections qui vont arriver vont montrer encore qu'ils ont menti. Une solution pour l'Algérie, Doula Madaniya, Machi Askaria, c'est le seul programme, c'est la seule sortie et c'est la seule issue. Merci, M. Nordin Aoussat. Rachid Hassani, une dernière déclaration de votre part par rapport justement à cette question de Chorfi et l'avenir de l'Algérie. Monsieur Hassani, toujours un problème. Monsieur Hassani, Rachid Hassani, allô? Non, il y a un problème avec Monsieur Hassani. Aïssa Rahmoun. Aïssa Rahmoun. Oui, Hussein. Aïssa Rahmoun est avec nous ou pas? Oui, je suis là. Monsieur Rahmoun, à vous alors, une dernière minute s'il vous plaît. La dernière minute, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un régime qui dit une chose et qui fait son contraire? Un régime qui instrumentalise la justice, un régime qui prend les élus du peuple, la PN ou toutes les institutions élues du peuple pour des appendices, pour des faire-valoir à l'échelle nationale et internationale. C'est un régime qui est voué à l'échec. Il est déjà dans l'échec. C'est un régime qui est voué à disparaître. Et vive la révolution. Merci Aïssa Rahmoun, merci Nordin Aoussat, merci Rachid Hassani. Dommage pour Rachid Hassani, un sérieux problème de téléphone. Merci à vous toutes et à tous. Notre rendez-vous se renouvellera Inch'Allah demain. Salam alaikum.